Maintenant qu'on a fini le chapitre T3, on passe au chapitre T4, dans lequel on va donc appliquer ce qu'on a vu sur le facteur de Boltzmann. On va l'appliquer au système uniquement à spectre discret d'énergie. D'abord sur des systèmes très généraux, très théoriques dans un premier temps, puis dans un système particulier qui est vraiment important dans le cadre du programme, c'est le système à deux niveaux d'énergie, sur lequel on verra des résultats intéressants, on définira notamment la capacité thermique. Alors, bon, on passe l'introduction dans laquelle on rappelle quelques exemples de systèmes qui peuvent être décrits par un spectre discret d'énergie. On rappelle les résultats du chapitre précédent, c'est-à-dire cette notion de probabilité d'occupation d'un niveau d'énergie. Donc, nous avons vu que la probabilité qu'une particule occupe le niveau d'énergie EI est proportionnelle au facteur de Boltzmann exponentielle moins EI sur kBt, A étant ce fameux facteur de normalisation. Et bien justement, ici, on va s'amuser à le calculer. Donc on écrit que la somme des probabilités vaut 1, et donc en deux lignes, on arrive à la conclusion que A est égal à l'inverse de la somme des facteurs de Boltzmann sur tous les niveaux d'énergie. Et bien cette somme des exponentielles moins EI sur kBt, c'est ce qu'on appelle la fonction de partition. Alors, en théorie, elle est un peu plus compliquée que ça, il faut faire appel à la dégénérescence des niveaux d'énergie, mais on l'avait dit en cours, on ne travaille qu'avec des niveaux d'énergie non dégénérés. Qu'est-ce que ça veut dire des niveaux d'énergie non dégénérés? Eh bien, l'état d'une particule ne dépend que de son énergie. Je ne vais pas avoir pour un niveau d'énergie plusieurs états différents de la particule. Donc voilà, on en arrive à ce résultat PI, donc probabilité de trouver la particule dans l'état d'énergie EI, est égale donc, au facteur de Boltzmann associé, exponentielle moins EI sur kBt, divisé par la fonction de partition, c'est-à-dire la somme des exponentielles moins EI sur kBt. Je rappelle que la fonction de partition n'apparaît pas du tout au programme, donc c'est pas quelque chose sur lequel il faut se focaliser. Mais au moins, si elle est introduite dans un sujet, vous l'aurez déjà vu. Pareil, bêta égale 1 sur kBt, voilà, c'est pas indispensable de le poser. Mais si c'est une notation qui apparaît, même chose, vous l'aurez déjà vu. Alors, une fois qu'on a cette probabilité, eh bien, on va pouvoir définir deux grandeurs. D'abord, l'énergie moyenne de ma particule. Donc, je rappelle qu'on est dans le cadre, pour l'instant, on a un système, certes, avec un spectre discret d'énergie, plusieurs niveaux d'énergie accessibles, mais une seule particule. Donc il peut prendre une valeur d'énergie parmi tout ce spectre. Mais son énergie peut changer au cours du temps, il y a des fluctuations, puisqu'il y a de l'agitation thermique. Donc on définit son énergie moyenne. En fait, c'est mathématiquement l'espérance mathématique de la variable aléatoire énergie. Donc somme des PI-EI. Et on peut définir aussi une grandeur qui caractérise les fluctuations d'énergie autour de cette moyenne. C'est l'écart quadratique énergétique moyen. Et en fait, vous reconnaissez la variance ici. Et ce qui caractérise cet écart énergétique, c'est la racine de la variance, delta E, ce que vous appelez en probabilité l'écart type. Et donc, moyenne de E carré moins moyenne de E au carré. Alors, on pourrait s'amuser à aller plus loin, développer tout ça. En fait, on peut montrer que c'est directement lié à la fonction de partition. Encore une fois, c'est pas du tout notre objectif. On va s'en servir après dans un cadre bien particulier. Alors, maintenant que j'ai défini ça pour une particule, on va passer à n particules. Donc j'ai toujours le même système, c'est-à-dire avec toujours le même spectre discret d'énergie. Mais maintenant, ce système est accessible à n particules. Donc on fait attention aux notations. Je garde toujours les notations moyenne de E et ici delta E pour l'énergie moyenne et l'écart quadratique énergétique moyen d'une particule. Par contre, pour le système, je vais appeler E sigma son énergie, donc mon système constitué de n particules. Moyenne de E sigma, delta E sigma pour l'énergie moyenne du système, l'écart quadratique énergétique moyen du système. Et enfin, on a appelé xk la variable aléatoire associée à l'énergie de la particule k. Parce qu'évidemment, j'ai n particules, chacune va avoir une énergie, et donc pour l'énergie de chaque particule, je dois associer une variable aléatoire. Je ne l'ai pas appelé ek pour éviter les confusions de notation, parce qu'on pourrait confondre avec les niveaux d'énergie. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, encore une fois, c'est juste une vidéo de rappel de cours. Donc ici, je ne vais pas refaire les démonstrations, vous les savez sur votre poly. Vous les reprenez en même temps que vous regardez cette vidéo. On a montré deux résultats importants. Premier résultat, c'est que la moyenne
de l'énergie du système est égal à n fois la moyenne de l'énergie d'une particule. Donc on rappelle que n, ici, c'est le nombre de particules dans mon système. C'est un résultat qui paraît quand même assez naturel et qu'on a montré en 2 ou 3 lignes. Si une particule a une énergie moyenne E, n particules ont une énergie moyenne n fois E. Bon. Seul, ça ne nous sert pas à grand chose. On va combiner ça avec l'écart quadratique énergétique moyen. Et là, c'est intéressant. On a montré que l'écart quadratique énergétique moyen pour mon système sigma est aussi proportionnel à l'écart quadratique énergétique moyen d'une particule, mais le facteur, cette fois, c'est plus n. C'est racine de n. À nouveau, prenez votre démonstration. Ça fait appel à des résultats du cours de mathématiques. Et donc, je combine tout ça. Qu'est-ce que ça va me dire? Eh bien, je vais diviser par l'écart quadratique énergétique moyen par l'énergie moyenne. Je le fais sur sigma. Et qu'est-ce que je constate? Ici, j'ai du n delta E, j'ai du racine de n delta E, pardon. En bas, j'ai du n moyenne de E. Et donc, racine de n sur n, ça me fait du 1 sur racine de n. Et donc ça, c'est un résultat très important. Plus j'augmente n, plus l'écart énergétique relatif, c'est-à-dire relativement à la moyenne, diminue. Et comme nous, on travaille à l'échelle macroscopique avec des systèmes qui comportent des milliards, voire des milliards de particules, eh bien je me rends compte que l'écart quadratique énergétique relatif, il tend vers 0 à l'échelle macroscopique. Voilà pourquoi, à l'échelle macroscopique, on peut définir seulement quelques grandeurs macroscopiques, donc c'est température, pression, pour l'énergie, c'est juste l'énergie interne, pour caractériser un système. En fait, cette énergie interne, elle a une valeur quasi sûre. Alors qu'à l'échelle microscopique, j'ai des fluctuations, à l'échelle macroscopique, je n'ai plus aucune fluctuation à cause de ce facteur en 1 sur racine de n. Résultat très important. Plus important encore que les démonstrations qui précèdent. Certes, c'est bien de savoir les faire. De ce que je vois dans les sujets, c'est pas tant les démonstrations qui vont tomber. C'est vraiment l'interprétation de ça. Être capable d'expliquer que, à l'échelle macroscopique, les grandeurs sont quasi certaines. Les grandeurs fluctuent très 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 peu à cause de ce facteur 1 sur racine de n. Allez, on se rejoint dans une prochaine vidéo pour le système à 2 niveaux d'énergie.